Ouais, c'est une question effectivement qui se pose, hein, parce qu'on a les dernières élections, là, régionales et départementales, on a eu plus de 65% d'abstention. C'est le plus gros taux d'abstention de toute l'histoire de la Ve République. C'est énorme, énorme. Sur 3 électeurs, il n'y a eu qu'une personne qui est partie voter. Mm. Donc, et c'est dans un système dit démocratique, dont la légitimité du pouvoir s'appuie sur le peuple et sa volonté, eh bien ça pose problème. C'est tout le système qui s'écroule. Hein. Le système politique s'écroule ici. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus assez, si les électeurs ne se déplacent même plus pour exprimer leur avis et leur opinion, à ce moment-là, de système démocratique, nous n'en avons que le nom. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, donc, ceux qui sont élus par une très très faible majorité. En fait, il n'y a pas de majorité. La majorité du pays n'a pas participé. Ouais. Si vous dirigez, je sais pas moi, une ville de 1000 habitants et qu'il n'y a que 10 personnes qui vous ont élu, vous êtes certes élu, mais au niveau de la légitimité, vous ne faites pas la politique que de 10 personnes sur les 1000 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout le problème, il est là. La question de la légitimité, sur quoi s'appuie l'action politique. Et troisièmement, c'est que à ce moment-là, ceux qui ne s'expriment pas, qu'est-ce qu'on en fait? Et s'ils ne sont pas exprimés, est-ce qu'on dit tant pis pour eux? Mais ils existent, ils sont là. C'est ça, oui. Et à ce moment-là, le mécontentement pourra s'exprimer d'une autre manière. Oui. Ça peut amener à une déstabilisation, ça. Oui. À terme. Parce que si une majorité de personnes ne sont pas contentes de la manière dont c'est géré, cela peut amener à un moment donné à l'expression de ce mécontentement de diverses manières. Mais ça, si bien sûr nous interprétons cette abstention comme étant une forme de désaccord par rapport à ce qui se passe, par rapport au système. D'aucuns peuvent dire non, c'est juste que les gens n'avaient pas le temps. Et que c'est pas une remise en cause du système. Mais il suffit d'entendre les sondages et d'entendre ce qui se passe un peu dans la rue, les événements qui ont eu lieu, les gilets jaunes, le Covid, enfin, il y a plein de choses. Il est clair que les gens ne sont pas satisfaits de ce qui se passe sur le plan politique. Donc ça doit être interprété plus négativement que neutre, de façon neutre, en disant que non, c'est juste qu'ils nous font confiance. Ça, tu te rappelles, à un moment donné, pendant les taux d'abstention importants des élections législatives, les commentateurs télé ont dit non, mais la population française a fait confiance en Macron. Ben non, c'est des taux d'abstention, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas se satisfaire de ça. Donc ça, c'est du point de vue du système. Et d'aucuns pourraient dire, oui, mais voter ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est cautionner le système, et moi, c'est le système que je ne veux plus. Ce système fondé sur soit la Ve République, ou soit sur un système économique qui ne va pas dans le sens de la majorité, ou un système économique ou un système politique qui est fondé sur des valeurs que je n'aime pas, qui ne met pas en valeur la sécurité, qui ne met pas en valeur l'identité nationale. Donc il y a plusieurs formes de sécession, entre guillemets. Mais la majorité des gens, notamment dans les classes populaires, eh bien, c'est de dire que de toute façon, quel que soit le vote que nous faisons, cela ne sert à rien puisque les décideurs finissent par faire ce qu'ils veulent. Et que ce n'est pas nous, électeurs, qu'ils écoutent, c'est plutôt d'autres types de personnes qui sont écoutées, les puissances financières, oligarchiques et autres. Et puis, il y a aussi cette idée qu'il n'y a qu'un vote qui compte. Tous les votes intermédiaires ne servent à rien du tout. Le seul vote qui compte, c'est celui du président de la République, parce que c'est entre ses mains à lui que se trouvent tous les pouvoirs. Mais le problème, cela pouvait être vrai avant, mais
dès lors que vous n'avez pas la politique monétaire et que vous n'avez pas la politique budgétaire en économie, vous ne décidez pas de ce que vous dépensez, de ce que vous gagnez en tant qu'État. Vous n'avez pas de pouvoir, puisque c'est l'Union européenne qui décide de ça. L'euro et les fameux 3% du déficit du PIB et les 60% au niveau budgétaire. Bon. Toutes ces règles monétaires et budgétaires empêchent au fond d'exercer le vrai pouvoir. Très bien. Donc, même quand on dit que le vote le plus important, c'est celui du président de la République, c'est pour immédiatement regretter l'impuissance du président de la République et donc du dégoût de la politique à ce moment-là. À quoi ça sert d'aller voter? Non seulement on a donné tous les pouvoirs au président de la République, donc ni le maire, ni le président de région, ni le Parlement, donc législatif, hein, sénateur et Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat ne servent à rien du tout. Ce qui compte, c'est le président de la République. Donc, mais le problème, c'est que même celui-ci, en dernier ressort, n'exerce pas les vrais pouvoirs. Et donc est obligé de masquer, est obligé de s'agiter. Puisque le chômage ne cesse d'augmenter. Et sur le plan économique, c'est pas flamboyant. Et donc, à partir de là, beaucoup de gens sont amenés à croire et à penser que la politique ne sert à rien du tout, si ce n'est qu'à donner à des personnes des mandats par lesquels ils vont avoir des indemnités, ils vont se mettre bien, mais ils ne sont en aucun cas là pour voter pour l'intérêt général, pour nos intérêts. Donc c'est ce sentiment diffus et qui est attesté quand même par les faits. Et bien c'est des faits d'impuissance politique qui, à mon avis, sont la cause de ces abstentions et de ce découragement démocratique. Et voire même certains pensent qu'il est mieux d'aller dans le sens des dictatures ou des régimes autoritaires. On l'entend par exemple de la part d'un certain nombre de commentateurs. Là, c'est pas au niveau des classes populaires, des électeurs, mais des commentateurs et des intellectuels qui vantent par exemple le système chinois, en disant que le système chinois a été plus efficace face au Covid que les démocraties libérales. Et en prenant un certain nombre de règles, de restrictions des libertés, qui sont celles des pays tels que la Chine, ou de pays autoritaires. Donc il y a de plus en plus l'idée que, au fond, la démocratie, c'est pas si terrible que ça. Et qu'il faut plus de sécurité, plus de force, plus d'État, mais pas de démocratie. Donc c'est toute cette ambiance-là qui fait que il y a beaucoup d'abstention, d'une part, il y a l'idée de changer le système, d'autre part, et c'est l'impuissance politique conjuguée à un système confiscatoire qu'on appelle démocratie représentative, mais en fait, c'est pas une démocratie. C'est une aristocratie élective. Le mot exact de ce qui se passe en ce moment, c'est une aristocratie élective. C'est-à-dire, ce sont les meilleurs qui dirigent et on les élue. Donc c'est une aristocratie. Mais ça n'est en aucun cas une démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui décide. Ouais. Et c'est peut-être ça l'erreur, la frustration que l'on ressent. C'est-à-dire que l'aristocratie élective a pris les visages, a pris le terme de démocratie pour cacher sa réalité. Au moment de la Révolution française, comme au moment de la Révolution américaine, dans la Révolution américaine, les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique ne sont pas démocrates. Ils sont contre la démocratie. Mais ils sont contre la monarchie. Ils ne veulent pas de la monarchie, même héréditaire. Ils ne veulent pas d'une théocratie, mais ils ne veulent pas non plus d'une démocratie. Pour eux, ils disent le peuple n'est là que pour élire ses dirigeants et puis après il reste chez lui. Mais il n'a pas la maturité ni les capacités de pouvoir diriger. Ce qu'il faut, c'est les meilleurs d'entre nous. C'est pour ça qu'on parle d'élection. Donc, ils sont élus. Ils ne sont pas délégués. Hein. Ils ne sont pas chargés d'appliquer la volonté du peuple. Non, ils sont là pour réfléchir sur l'intérêt général et agir selon leur point de vue.
Et souvent, leurs points de vue sont représentatifs de leurs intérêts ou de leur intérêt de classe. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc à partir de là, ils le disaient clairement que eux ne sont pas pour la démocratie. Les fondateurs des démocraties libérales, ce qu'on appelle les démocraties libérales aux États-Unis, en Angleterre ou en France, ne sont pas démocrates. Ils vont prendre le terme démocratie pour faire illusion au niveau du peuple. Mais les pères fondateurs disaient clairement que ce n'était pas ça qu'ils voulaient. Donc nous sommes dans la démocratie représentative qui dit que vous venez, vous donnez le pouvoir en réalité pendant 5 ans à une personne qui décidera de tout à votre place. Donc ça n'est pas une décision politique et publique. C'est juste le fait d'élire une personne qui décidera à ma place. Ouais. Donc c'est pas vraiment une démocratie, puisque nous ne pouvons pas intervenir en tant que peuple. Donc le vote blanc n'est pas non plus reconnu. Si au moins le système faisait en sorte, et là je rentre dans les solutions, si il y a la possibilité de recueillir les différents avis, premièrement, à travers l'existence de vote blanc et leur comptabilisation. Si il y a la possibilité que les populations, selon un quota que l'on aura défini dans la Constitution, puissent intervenir à n'importe quel moment, que le peuple puisse intervenir dans la législation, dans la fabrication de la loi, par des référendums, d'initiatives citoyennes, populaires, et spontanées, c'est-à-dire ils n'attendent pas que ce soit le président qui les convoque, c'est, je sais pas moi, 100 000 personnes qui décident de provoquer un débat et une élection, un référendum sur tel et tel sujet. Et le résultat du référendum fait office de loi. Si on arrive à comptabiliser l'abstention, alors c'est dans le cas où on ne rend pas obligatoire le vote. Moi je pense qu'il faut le rendre obligatoire. Je pense qu'il faut le rendre obligatoire. Mais si on décide de ne pas le rendre obligatoire, eh bien il faut un certain seuil d'électeurs, de taux d'électeurs, qui fait qu'en deçà de ce taux, l'élection n'est pas valide. Par exemple, quand vous êtes à seulement 25% ou 30% d'électeurs qui ont voté, ce vote ne doit pas être accepté. On doit refaire l'élection. Donc, vote, si le vote n'est pas obligatoire ou pas, reconnaissance du vote blanc, possibilité des populations de pouvoir intervenir au niveau législatif et au niveau de la loi, la fabrication de la loi. Obligation de la part de celui qui est élu de respecter son mandat. Possibilité de ses électeurs, du président jusqu'au maire, possibilité des électeurs de le démettre de ses fonctions si on n'est pas d'accord avec, si on estime que les promesses qu'il a faites ne sont pas tenues. Eh bien, on refait les élections. Moi, par exemple, si dans une mairie, un monsieur a été élu, une équipe a été élue pour tel programme, et on se rend compte qu'il faut un programme contraire, et qu'il y a, 30% par exemple du corps électoral qui estime qu'il faut changer de maire, et bien si 30% du corps électoral est d'accord, signe une pétition pour ça, eh bien on refait les élections. Mais pareil pour le président de la République. Si la moitié ou le tiers des électeurs, de l'ensemble des électeurs français par exemple, ou d'un autre pays, disons on veut plus de ce président et on refait les élections, eh bien on refait les élections. Voyez-vous. Donc quand on met ces choses-là et qu'on rend le mandat comme étant un mandat, j'ai oublié le terme, c'est un terme technique mais j'ai oublié le terme, le fait que obligatoirement ce pourquoi tu as été élu, c'est ce que tu dois voter comme loi. Et tu dois donc revenir auprès de tes électeurs pour demander leurs opinions sur telle et telle chose. C'est pas genre t'es en roue libre. Mais si l'ensemble de ces choses-là viennent, là on rentre dans une vraie démocratie. D'accord. Et donc ça permet à un moment donné de remobiliser les gens et de remobiliser donc le système politique. D'accord. Parce qu'il faut à un moment donné un système politique qui aide à gérer
un pays et une nation. Sinon, c'est l'anarchie. Bon. Ça, c'est dans l'idéal ce qu'il faudrait faire. Pour que ça soit le peuple qui décide et que ceux qui sont élus, entre guillemets, ne soient pas des élus, mais soient des délégués. Ils sont délégués pour appliquer nos consignes, pour appliquer nos lois. Que les lois votées soient nos lois. Et que le pouvoir exécutif soit là pour exécuter nos lois, exécuter ce pourquoi nous l'avons mis là, avec les possibilités multiples que nous avons d'intervenir. Très bien. Ça, c'est ce qu'on devrait faire. Mais ça n'est pas le cas en ce moment. Ça n'est pas le cas, ce système n'existe pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'abstenir? Il fut à un moment donné, je pensais ça. Je pensais que, de toute façon, ça mène à rien. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas aller voter. Ça doit être pris comme une forme de contestation politique. Mais je pense que c'est une erreur. C'est une stratégie d'idéaliste sans pouvoir, sans ambition. La politique, c'est pas l'idéal seulement. C'est au nom de l'idéal faire des choix et se rapprocher le plus possible de l'idéal selon les choix que nous avons en disposition. C'est pas une religion, la politique. Ça, je réponds à ceux qui, par exemple, souvent me disent alors, ils me disent quelquefois que je dois rester dans mon domaine, comme si mon domaine à moi, c'était que la religion. Moi, je suis un penseur universel. Et je compte m'exprimer en politique comme je l'ai toujours fait. Et proposer mes analyses. J'ai pas fait Sciences Po pour ça, pour rien du tout quand même. Ça, c'est un premier élément. Et pas besoin d'être à Sciences Po pour avoir une opinion politique, surtout. Il suffit d'être un être humain qui s'intéresse à la chose publique. Ça, c'est un premier élément. Donc ça, c'est pour répondre à ceux qui me demandent de rester, entre guillemets, dans mon domaine. Deuxièmement, la religion, c'est pas, la politique, c'est pas de la religion, dans le sens où on fait des choix pragmatiques, à l'aune d'un idéal, bien sûr, à l'aune d'un projet, mais on choisit le meilleur projet possible par rapport à la situation donnée. Et par rapport à une autre situation, on fera un autre choix. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas idéalement ce que je veux que je dois pas choisir ce qui s'en rapproche le plus. Quelle est la conséquence quand on ne vote pas? La conséquence, c'est que ce sont ceux qui votent qui vont avoir leur point de vue être appliqué sur toi. Et c'est donc laisser d'autres personnes nous diriger. Et ça, c'est une forme de lâcheté et d'abandon. Que les conditions ne soient pas optimales, je le conçois. On en a marre de faire barrage à Marine Le Pen ou faire le Front républicain, je le conçois aussi. On peut penser les modalités de l'émergence d'un projet de société et politique innovant et alternatif. Il faut le faire. Les penseurs, les acteurs politiques, il faut qu'on le fasse. Très bien. Mais il n'empêche qu'il nous faut voter, surtout dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, parce que qui ne vote pas ne compte pas. Parce que ceux qui dirigent là, ils n'en ont rien à faire de savoir si vous êtes majoritaire à voter ou pas. Ils se contenteront même de la minorité qui vote. Donc, parce que nous ne sommes pas encore une fois dans un système démocratique réel. On est dans un système aristocratique, dans un système d'aristocratie élective. Donc pour eux, ils sont les meilleurs. Et si on peut même se passer de l'élection des gens et prendre directement ceux que l'on pense être des experts et les meilleurs pour pouvoir diriger le pays, ils le feraient. Et ils l'ont fait dans différents endroits. Donc il faut participer de masse, en masse, pour pouvoir faire peser la balance des décisions publiques et des décisions politiques. C'est nécessaire. Les gens des quartiers populaires, les musulmans, les gens issus de l'immigration, nous avons tous intérêt à voter. Pour quelle raison? Parce que si nous ne votons pas, ce sont les racistes et les identitaires qui prendront le pouvoir dans ce pays. Et ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà à travers leur télé, comme CNews et autres. Ils l'ont déjà à travers les politiques qui sont en train d'être menées ici. Et ils l'ont déjà par rapport à ce qui est en train de se dessiner. Et donc, il y a le pouvoir financier capitaliste et
l'autoritarisme identitaire fasciste qui sont alliés aujourd'hui. Et on le voit dans le type de politique que le gouvernement Macron est en train de faire. Or, cela est dû à quoi? Cela est dû à la naïveté d'un certain nombre de nos citoyens, de penser que parce que le gars, il avait l'air jeune et beau gosse, donc il va apporter du nouveau. Or, moi je le disais à certains, je disais, mais il est issu de l'ancien gouvernement. Il était ministre de l'économie. Il a commandé les différentes politiques économiques de François Hollande. Comment pouvez-vous à ce moment-là ensuite voter pour lui en disant qu'il y aura du nouveau? Or, l'essentiel du renouveau, c'est l'économique. S'il n'y a pas un renouveau dans l'aspect économique, on ne va pas y arriver. C'est l'économie qui doit changer. Et donc, en conséquence, le social. Mais au lieu de cela, nous avons des personnes qui soit se disent on veut quelqu'un qui, sur le plan des sociétal, va pas nous prendre la tête, c'est pas un islamophobe. Bah, regardez ce qu'il est en train de faire. Ceux qui ont voté pour Macron pour ça, regardez ce qu'il est en train de faire. Et deuxièmement, ceux qui pensent que la question prioritaire, c'est la question identitaire. Parce que les identitaires ne sont là que pour nous détourner de l'essentiel. Le fond de l'affaire, c'est les choix économiques. C'est ça. Donc il faut qu'on vote. On vote pour des personnes qui votent pour... on vote pour des programmes qui, sur le plan économique et social, vont dans l'intérêt de la majorité. Lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage, changer les règles du jeu dans la manière dont on organise le travail, faire en sorte que les plus démunis aient de quoi pouvoir vivre. On en a marre de voir des gens qui vivent dehors, alors que le pays est riche et qu'il y a des appartements vides à droite à gauche. Donc la question économique et la question sociale est centrale. Le problème, c'est que ceux qui ne veulent pas que les choses changent sont en train de nous détourner en disant que le problème, c'est l'immigration, le problème, c'est le culturel. Donc il faut qu'on vote pour que nos agendas à nous soient mis en priorité. Et ne pas croire qu'il y a du complot quelque part et que même si majoritairement nous votons, jamais cela ne sera appliqué parce qu'ils vont changer les bulletins de vote. C'est pas vrai. Non, non, non. Ils font pas ce qu'ils veulent. Ils nous font croire qu'ils font ce qu'ils veulent pour nous décourager. Mais si en masse nous votons pour un programme social et économique qui va dans le sens de plus d'égalité, plus de solidarité et plus d'équité, ils seront obligés de suivre. Ils seront obligés de suivre. Est-ce que tu saisis ce que je veux dire? Tu vois? Donc il faut que nous votions. Votions pour le meilleur. En tout cas, celui qui est le meilleur par rapport à nos intérêts, d'une part. Et d'autre part, il faut que nous soyons aussi force de proposition. Moi, je voudrais que dans les quartiers populaires et ailleurs, ceux qui ont intérêt à ce que le système change, dans le sens de l'économique et du social, et plus d'égalité, plus de fraternité, eh bien, que l'on pense les modalités d'une politique, d'un parti, d'un mouvement politique qui arrive à peser dans le débat public et qui arrive à négocier, à un moment donné, avec celles et ceux qui seraient susceptibles d'aider. Moi, je vote plutôt à gauche, pas Parti socialiste. Bon. Je vote pas non plus écologiste et je vote pas non plus NPA. Donc vous voyez à peu près où je vote. Quand bien même sur le plan des débats sur la laïcité, je suis pas d'accord avec ces groupes-là. Je pense que c'est une fumisterie idéologique de vouloir faire de la laïcité de l'État un enjeu majeur de la France. C'est pas ça l'enjeu majeur de la France. Donc je ne suis pas d'accord avec cette idéologie laïciste. Très bien. Mais cela ne m'empêche pas de voir que sur le plan économique et politique, ils sont plus proches quand même des nôtres. Ils sont plus proches quand même de nos intérêts. Ils sont plus proches quand même de l'intérêt général du pays. Ce sont ceux-là qui pensent les modalités d'une nouvelle économie. Donc, qui tiennent compte du respect de l'écologie et donc de la nature. Et qui prônent la fraternité, même s'il y a des défauts ça et là, et qu'il faut corriger. Donc il faut qu'on participe. Mais si nous avons du poids en tant que mouvement politique, on peut négocier avec ces différents partis. Car voilà, tu peux pas gagner sans nous, et donc nous voilà ce qu'on veut. Et en même temps mettre en place des lois qui protègent les populations contre la police, qui nous protègent contre le contrôle faciès, qui augmentent les salaires, qui font en sorte qu'il y ait du travail pour tous, qui font en sorte de mettre des priorités en termes de commandes des entreprises qui aillent dans le sens
de plus d'écologie, plus de fraternité, plus de social, qui pense une géopolitique qui ne va pas tout le temps faire la guerre à droite à gauche, etc., qui met fin à la France-Afrique. Il faut aller dans ce sens-là. Mais pour que nous puissions peser, il faut que nous nous organisions. Or là, quand même, les quartiers populaires, les musulmans, les fils et enfants d'immigrés, on a du mal quand même. Je veux dire, on peut ne pas avoir les mêmes opinions politiques. Ça peut arriver. Mais il doit y avoir des piliers sur lesquels on se met d'accord. Voilà, t'es à droite, t'es à gauche. Bon, t'es pas d'extrême droite. Moi, un fils d'immigré, un musulman, ou quelqu'un qui est de la classe populaire qui va à l'extrême droite, ouais, il peut pas parler avec moi. Et je dis, frère, t'as craqué. Ton père, c'est un noir et un arabe. Ceux-là, ils veulent la peau de ta religion, ils veulent la peau, et ils en veulent à ta peau. Donc tu dois pas rentrer dans un délire, oui, la France souveraine. Eh frère, ça c'est leurs histoires à eux, d'ultra-droite, issus de l'époque où les royalistes et les républicains se battaient. Nous, c'est pas notre histoire ça. Nous, notre histoire à nous, c'est l'histoire de la résistance contre le nazisme, c'est l'histoire des tirailleurs qui sont venus soutenir la France et qui l'ont soutenu 2 fois, par leur vie et par leurs bras. C'est ça, nous, notre histoire à nous, issue de l'immigration. Donc on doit penser les modalités de cette présence, les modalités politiques de cette présence spécifique. Nous, on n'est pas des laïcards. L'histoire de la gauche communiste, socialiste, issue de la Révolution française, on n'était pas là, nous. Même si les principes de la Révolution française, on peut plus ou moins y adhérer, égalité, fraternité, égalité, liberté, égalité, fraternité, on y adhère, il n'y a pas de souci, c'est des valeurs universelles. Mais c'est pas notre histoire, ça, à la base, notre tradition. C'est pas dans ce cadre-là qu'on est venu en France. On n'est pas non plus ceux qui étaient pour l'autre système, de gauche, de droite, pardon. Ceux qui étaient pour l'installation du roi, ou qui sont pour des régimes basés sur l'inégalité naturelle. Donc royalistes, identitaires, ou néolibéral. On n'est pas non plus, c'est pas notre histoire, ça. Notre histoire, elle est où? Nous, notre histoire, elle est que nous, quand on vient en France, on vient déjà sauver ce pays. On vient dire aux différentes élites qui ont mené ce pays à la catastrophe, de gauche comme de droite, vous êtes à l'ouest. Donc nous, on est l'alternative de la fraternelle. Si les uns représentent l'égalité, si les autres représentent la liberté, une liberté des plus puissants à écraser les plus faibles, et l'égalité qui finit par uniformiser au nom de la laïcité ou l'identité, nous sommes ceux qui parlons de la diversité, du fait que nous sommes la preuve du caractère multiculturel de ce pays. Nous sommes les porteurs de l'idée de fraternité au-delà de l'identité, parce que c'est quand même eux qui nous ont colonisés. Ça n'a pas empêché nos parents de venir les aider par leur sang et par leurs bras. Il n'y a pas eu de rancœur. Et ils sont venus. Très bien. Donc nous, on représente ça. On représente le courage. On représente la résistance pour des valeurs universelles. On représente le caractère multiculturel du pays. On représente la jeunesse. On représente la contribution et la diversité religieuse et culturelle. Voilà ce qu'on représente. Et on est l'avenir de la France. Donc il faut qu'à un moment donné, nous puissions faire monter un projet politique qui rassemble et qui puisse à un moment donné s'imposer dans le débat public. Tant qu'on n'aura pas organisé ça, on sera un peu comme des lapins. Tu vois les lapins et les cerfs, là, quand il y a le gros phare de l'extrême droite ou le gros phare de la droite ou les gros phares centristes ou les gros phares de gauche qui viennent, on est tétanisé. Voilà. Et on se plaint à chaque fois qu'on a été trahi par la gauche, par la droite, par le centre et par l'extrême droite. Il faut qu'on ait nos propres positions. Et à partir de nos propres positions, on regarde le programme qui s'approche le plus des nôtres. Et que nos propres positions ne soient pas des positions, des positions de quartier. Ouais. À partir de nos quartiers, de nos difficultés, interpeller les difficultés du reste du pays. Il faut aller voter, d'une part, et d'autre part, il faut que nous organisions ce pourquoi nous devons voter, un programme, une vision, à partir duquel tu peux bien voter. Et enfin, voter vers ce qui est le plus proche de ce à quoi nous pensons pour l'intérêt général, et voter contre ce qui en est le plus éloigné. Mais il faut d'abord voter pour et pas contre. Donc c'est ça qu'il faudrait faire. Et pas voter avec du ressentiment.
T'as des gens, quand ils votent, ils sont en colère. Oh, faut voter apaisé, frère. Faut voter apaisé, ma soeur. Il faut voter pour ce qui est meilleur. Pas juste de dire le système est pourri, on va le rendre encore plus pourri en allant voter pour Marine Le Pen. C'est stupide. Et je finis par cette histoire rigolote que j'ai vue là, que j'avais même partagée sur ma page Facebook. C'est le grillon qui, par haine du cafard, vote pour l'insecticide. Et l'insecticide les tue tous. Et tue même l'autre animal qui s'était abstenu. Voilà. C'est la fourmi qui, par haine du cafard, va voter pour l'insecticide, qui finira par les tuer tous, ainsi que la mouche qui s'est abstenue.